Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, AMD a enfin présenté RDNA 3 et les deux premiers GPU qui reposeront sur cette nouvelle architecture. Voyons voir ce que ça donne, allons-y, c'est parti. Donc hier soir, AMD nous a bien présenté deux nouvelles cartes basées sur Navi 31. On aura bien une 7900 XT et une 7900 XTX. Et la grosse nouveauté au niveau de l'architecture sur RDNA 3, eh bien c'est que maintenant, un petit peu à l'instar de ce que fait AMD sur les processeurs, on aura une approche à base de chiplets. Alors le gros avantage de passer par des chiplets, eh bien c'est que par exemple le gros JCD, qui est la partie la plus importante on va dire sur un GPU, sera fabriqué sur le meilleur process de fabrication, tandis que toutes les petites puces aux alentours seront fabriqués sur le 6 nanomètres, qui lui est beaucoup moins coûteux, mais on va dire que c'est moins grave d'être en 6 nanomètres sur ces plus petites puces. Donc ici pour AMD, eh bien ça permet déjà, ça coûte moins cher, et en plus ça améliore aussi le rendement, où ils peuvent fabriquer beaucoup plus de puces plus petites en 5 nanomètres que s'ils avaient fait une grosse puce monolithique, un petit peu comme le fait Nvidia pour son GA102. L'autre avantage potentiel pour une architecture à base de chiplets, eh bien c'est que par exemple ici le JCD est assez petit, est assez compact, ce qui fait que par exemple si AMD avait choisi de faire une puce monolithique 2 fois plus grosse, eh bien ce qui fait que pour pousser le 5 nanomètres TSMC dans ces derniers retranchements, il y aurait eu beaucoup moins de marge de manœuvre pour proposer une nouvelle puce plus grosse par la suite, qu'en procédant ici avec des chiplets, puisque là du coup on a un JCD qui fait 308 mm², ce qui est vraiment plutôt compact, et il pourrait quand même assez facilement faire un JCD 2 fois plus gros, tout en ayant toujours les MCD aux alentours qui eux resteraient du coup totalement découplés. Donc bon, il y a clairement un intérêt à partir sur une approche par chiplet comme ils le font ici. Par contre, ça pose aussi plusieurs interrogations, principalement sur tout ce qui est la solidité à long terme, puisque pour faire communiquer toutes les puces ensemble, il faut passer par une sorte d'interposeur, et c'est un petit peu ce qui ressemble à ce qu'ils avaient fait par le passé, avec tout ce qui était architecture avec HBM, et par exemple la Radeon 7, eh bien on sait qu'au niveau de l'interposeur, la qualité de celui-ci n'était pas franchement incroyable, et les Radeon 7 ont tendance à mourir de façon plutôt précoce. Donc j'espère ici que ce sera pas le cas avec ces nouvelles cartes, et qu'ils auront vraiment quelque chose de solide à ce niveau-là. L'autre faiblesse potentielle d'une architecture à base de chiplets, eh bien c'est un petit peu la même chose qu'avec les Ryzen, c'est la latence principalement, puisqu'il faut faire communiquer toutes les puces ensemble, ça rajoute une étape en plus que l'on n'a pas sur une puce monolithique, et ça peut avoir un impact sur les performances, principalement généralement sur tout ce qui est les 1% low, un petit peu comme sur les Ryzen d'ailleurs, même si ça s'est fort amélioré au fil des révisions, au fil des nouvelles générations. Ici, est-ce qu'il y aura un impact au niveau des performances sur ce premier GPU à base de chiplet justement? Ça reste à voir. Mais bon, dans l'ensemble, une approche par chiplet, eh bien c'est quelque chose qui a quand même particulièrement réussi à AMD du côté des processeurs, et c'est pas vraiment surprenant qu'AMD décide de suivre un petit peu la même voie avec les GPU. Ça fait sens à plein de niveaux. Après ici, c'est le premier GPU qui repose sur cette nouvelle approche. On verra ce que ça donnera au niveau des performances une fois qu'on pourra les essayer. Mais bon, c'est quand même assez intéressant, c'est assez novateur entre guillemets. Moi je suis curieux de voir ce que ça va donner en pratique. En ce qui concerne l'architecture, une des grosses nouveautés ici, c'est un passage au dual SIMD. Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'avait fait Nvidia au moment du passage de Turing à Ampère, à savoir qu'on a un doublement du nombre d'unités FP32, donc les shaders. Par contre, on n'a pas un doublement du nombre de compute units. Ce qui fait que théoriquement, au niveau de la puissance brute pour faire du calcul, on a énormément de puissance en plus par rapport à la génération précédente, ce qui fait qu'on a un gros gain au niveau par exemple des teraflops. Par contre, cette puissance de calcul en plus n'est pas forcément bien utilisable en application gaming, où on a moins de gains potentiels qu'un doublement du nombre de compute units. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, ces nouveaux corps en plus ne peuvent pas être exploités à fond dans toutes les situations en utilisation pour du gaming, par exemple. Enfin, faut retenir ça comme ça. Alors, AMD nous a également parlé des AI Accelerators. Alors, ils n'ont pas dit grand-chose sur le sujet non plus. Est-ce que c'est quelque chose de similaire au Tensor Core d'Nvidia ou au XMX Core de chez Intel? C'est pas sûr. Sur l'approche AMD, ça ressemble un petit peu à ce qu'ils font déjà au niveau des RT Core, à savoir que ça scale principalement avec le nombre de compute units, avec des instructions qui apportent un boost dans certaines tâches, mais c'est pas forcément aussi important ou efficace que des unités dédiées, comme ça peut être le cas sur les cartes des concurrents. Ce qui nous amène justement à ces nouveaux RT Core. AMD nous annonce ici un gain de 50% par compute unit, c'est important, on y reviendra plus tard, pour cette nouvelle génération, et aussi quelques améliorations au niveau des instructions, enfin les
nouveaux RT Core, entre guillemets, hein, sont un petit peu plus efficaces que les anciens, fort logiquement. Au niveau de l'architecture, eh bien l'accent a quand même été fortement orienté sur l'amélioration du performance par watt, avec un découplage aussi par exemple des fréquences entre les shaders et le front-end. On verra ce que ça donne en pratique, mais c'est censé distribuer la fréquence de façon plus optimale. Après, on verra une fois sur pièce. En dehors de ça, au niveau de l'architecture, on n'a pas eu grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Au niveau des fréquences, eh bien, on tourne plus ou moins aux mêmes fréquences que sur la génération précédente, ce qui est assez surprenant, hein, puisqu'au niveau des rumeurs, on entendait quelque chose de beaucoup plus élevé que ça, on y reviendra un petit peu plus tard aussi. Au niveau des features, AMD nous a annoncé une nouvelle partie média, hein, donc un nouvel encodeur tout simplement, avec ici, comme sur les RTX 4000, un double encodeur, ce qui permet par exemple de faire de l'encodage et du décodage en même temps. Bon, ça semble être une nouvelle tendance, hein, puisqu'AMD ici a proposé la même chose qu'NVIDIA, et on aura bien de l'encodage EV1 aussi sur la nouvelle génération de Radeon. AMD nous a aussi parlé assez rapidement d'une accélération par intelligence artificielle de l'encodage. On verra bien ce que ça donne en pratique. Pour l'instant, c'était plutôt vague. On verra également s'il y a des améliorations en ce qui concerne le H264 et le H265, puisque ça, ils en ont pas vraiment parlé non plus. Tout ce qu'ils ont dit, en gros, c'est que ce serait beaucoup plus rapide qu'auparavant. Par contre, au niveau de la qualité, on espère qu'il y ait également un petit boost. Alors, on avait eu une amélioration de la qualité sur RDNA 2 il y a quelques mois, par exemple. On espère qu'ici, ce sera encore un petit peu mieux. Donc ce double encodeur, ça permet d'aller plus vite, hein, mais apparemment, il y aura aussi moyen de coupler la puissance de l'encodeur du GPU avec l'encodeur du processeur si vous avez une plateforme AM5, un petit peu encore une fois à l'instar de ce qu'a proposé Intel avec les GPU Arc et la partie graphique de leur processeur. C'est la même approche ici. AMD a annoncé par exemple que ça augmenterait les performances de 30% au niveau du transcodage. Alors à voir encore une fois ce que ça donnera en pratique. Alors AMD a aussi beaucoup parlé de son Display Engine, probablement beaucoup trop parlé de ce Display Engine, en mettant en avant le DisplayPort 2.1. Alors c'est très bien d'avoir le DisplayPort 2.1 et non pas le 1.4, c'est très clairement une faiblesse sur la RTX 4090, et ils ont aussi beaucoup trop mis l'accent sur les performances en 8K ou en 8K ultra-wide, avec FSR, ce qui pour moi n'a absolument aucun sens. Enfin, ce type de marketing, en parlant de la 8K qui concerne quasiment personne, pour moi c'est assez nébuleux et je pense qu'ils auraient dû mettre l'accent sur d'autres trucs, mais on y reviendra plus tard aussi. Et donc au niveau des sorties vidéo sur le modèle de référence, c'est assez similaire à ce qu'on avait sur la 6800 ou 6900 XT par exemple de référence, où on a deux ports DisplayPort, un port HDMI et un port USB-C, ce qui n'est pas forcément le cas des cartes partenaires, ce sera très probablement le cas ici, encore une fois. AMD nous a également parlé du FSR3 qui va arriver en 2023, et de ce qu'on en a compris, ça semble être quelque chose de similaire à ce qu'a fait Nvidia, encore une fois, avec le DLSS 3. Ça semble être une technologie d'interpolation. Après, on attendra de voir ce que ça donne au niveau de la qualité, ou si c'est vraiment ce type de technologie, puisque ils en ont parlé assez rapidement. Ils annoncent 2 fois plus de performance par rapport au FSR2, ce qui ressemble grandement à ce que propose le DLSS 3 par rapport au DLSS 2, entre guillemets, on va dire, ça décuple les performances. Si c'est la même approche, si c'est la même idée, on verra ce que ça donne en pratique. Pour l'instant, on n'a absolument rien vu et AMD n'a pas dit grand chose sur le sujet en dehors de ça. AMD nous a également parlé du AMD Hyper RX, alors ça, je suis assez mitigé sur le sujet. De ce qu'on en a compris, c'est qu'en gros, ça regroupe le Radeon Boost, le Radeon Anti-Lag, ou je sais plus le nom que ça, et une autre technologie, je sais plus exactement, et en gros, c'est censé améliorer la latence et les performances. Par contre, le Radeon Boost, c'est pas forcément une technologie qu'on a envie d'activer tout le temps. Pour rappel, le Radeon Boost, c'est quelque chose qui baisse la résolution de façon dynamique quand on bouge sa souris et quand on fait des mouvements rapides, par exemple. Mais selon les jeux, on pourrait avoir envie d'activer l'anti-lag, par exemple, sans activer le Radeon Boost. Alors pour eux, l'argument c'était de regrouper tout en un seul truc, parce que c'est plus simple, mais justement je trouve que c'était plus intéressant quand c'était découpé. Bref, ce sont des technologies qui existent déjà en fait. Alors, au niveau des cartes qui ont été annoncées hier, on aura bien la 7900 XTX et la 7900 XT. Les deux cartes sont basées sur RDNA 3 et sur Navi 31.
Navi 31 XTX et Navi 31 XT. La 7900 XTX c'est 96 compute units, au niveau du game clock c'est 2.3 GHz et 2.5 GHz en boost, 24 Go de RAM en GDDR6 sur un bus 384 bits pour une consommation annoncée de 355 watts. Et en ce qui concerne la 7900 XT, on aurait 84 compute units, 2 GHz au niveau du game clock et jusque 2.4 en boost, 20 Go de RAM en GDDR6 encore une fois sur un bus mémoire 320 bits ici, et une consommation annoncée de 300 watts. Et au niveau des tarifs, eh bien la 7900 XT a été annoncée à 899 $ et la XTX à 999 $. Ce qui veut dire eh bien, que chez nous, comme je le disais précédemment, même si AMD nous sort des cartes exactement au même prix que sur la génération précédente, eh bien en Europe ça coûtera 20% plus cher que la dernière fois. Ce qui fait que la 7900 XTX c'est 1000 $ aux États-Unis, mais chez nous, une fois la conversion faite en euros avec la TVA, eh bien on devrait plus se retrouver aux alentours des 1200-1250 €, et pour la 7900 XT, aux alentours des 1100-1150 €. Et au niveau des performances en jeu dans tout ça, eh bien AMD a quand même été plutôt discret je trouve dans l'ensemble, et a été plutôt vague aussi. Si on compare ça au lancement de RDNA 2, c'est beaucoup moins marqué au niveau des chiffres de performance. Alors peut-être qu'il y a encore des améliorations à faire au niveau des drivers et tout ça, j'en sais rien, mais c'est quand même assez questionnant. Après au niveau des performances, ça a l'air plutôt correct, mais très clairement dans l'ensemble je pense qu'on sera quand même un petit cran en dessous de la 4090 en rasterisation, et au niveau du ray tracing à mon avis on sera quand même un bon cran en dessous. Par contre AMD sur leur propre site ont mis quelques chiffres un petit peu plus intéressants que pendant la présentation. Par exemple sur Call of Duty Modern Warfare 2, AMD nous annonce pour la 7900 XTX en 4K maximum, 139 FPS, 98 FPS pour God of War, 93 FPS pour Red Dead Redemption 2 et 109 FPS pour Assassin's Creed Valhalla. Par contre, encore une fois, pour les chiffres en ray tracing, ils ont clairement utilisé des jeux qui étaient quand même assez light au niveau du ray tracing, comme Resident Evil Village ou Doom Eternal, et aussi ils avaient utilisé Metro Exodus, mais pas le Metro Exodus Enhanced Edition, ce qui n'est pas la même chose au niveau du ray tracing et de l'impact sur les performances. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est assez filou. Mais bon, en rasterisation, si on prend l'exemple de Call of Duty Modern Warfare 2, 139 FPS, si on prend les chiffres de chez Hardware Unbox qui sont sortis il y a quelques jours, eh bien on voit que c'est relativement similaire à la 4090. Alors après, on sait aussi que Modern Warfare 2 semble quand même pas mal apprécier les Radeon. On verra ce que ça donnera aussi, particulièrement en ce qui concerne les 1% low. Pour God of War 98 FPS, alors c'est un beau boost par rapport à mes tests que j'ai fait avec la 6800 XT. Après encore une fois, quelle scène a été utilisée, j'en sais rien. Par contre, moi dans mes tests sur God of War en 4K Ultra, la 4090 sortait 150 FPS environ en moyenne. Par contre, sur God of War, la 4090 au niveau des 1% low, eh bien on est quasiment à quelque chose de divisé par 2. Ce qui veut dire que certes, on a un average très haut, mais par exemple les chutes de FPS sont plutôt basses. Ce qui veut dire que si sur God of War, la 7900 XTX a des 1% low un petit peu plus réguliers, l'impression de fluidité pourrait être similaire, par exemple sur ce jeu-là, avec la 7900 XTX. Mais bon, si c'est un problème avec les drivers sur ce jeu-là avec la 4090, ça pourrait tout à fait être corrigé plus tard par Nvidia, et du coup, ça reste quand même 50% de performance plus sur ce jeu-là par rapport à la 7900 XTX, ce qui est quand même assez massif. En ce qui concerne Red Dead Redemption 2, AMD annonce 93 FPS en moyenne. En 4K Ultra, moi avec la 4090, j'avais environ 120 FPS. Donc encore une fois, on est sur ce jeu-là, par exemple environ 20%, 25% plus performant avec la 4090. Par contre, en ce qui concerne Assassin's Creed Valhalla, 109 FPS, avec la 4090, moi j'avais 112 FPS. Donc sur ce jeu-là, c'est plutôt similaire apparemment. Et en ce qui concerne les autres chiffres fournis par AMD sur Watch Dogs Legion et Cyberpunk 2077, ce qui ressort de tout ça, c'est que dans l'ensemble, en rasterisation, on est un petit cran derrière par rapport à la 4090, et on devrait très probablement se situer dans l'ensemble entre la 4080 et la 4090, tout en étant probablement plus proche de la 4090 que de la 4080, selon les jeux bien évidemment, mais en moyenne à mon avis, on devrait être entre 10 et 20% en dessous de la 4090. Par contre, en ray tracing, vu les chiffres qui ont été annoncés ici, on sera très clairement bien en dessous de ce que propose Nvidia avec la 4090, puisque là, au vu des chiffres que l'on a vu passer à droite à gauche, on serait plus au niveau de la génération précédente, à savoir
en ray tracing un niveau de performance avoisinant celui de la 3090 Ti par exemple. Ça reste une belle évolution d'une génération à l'autre au niveau du ray tracing pour AMD, mais ça reste encore une fois une génération de retard par rapport à Nvidia, ce qui fait qu'on va se retrouver à peu près avec quelque chose de similaire avec la génération actuelle, où les cartes d'Nvidia seront toujours beaucoup plus efficaces en ray tracing que les cartes d'AMD. Par contre, en rasterisation, très clairement, je pense, la 4090 va conserver la couronne des performances, mais encore une fois, la grosse différence ici, eh bien ce sera le tarif. Puisque bon, si on table sur un environ 15% de moins au niveau des performances en rasterisation par rapport à la 4090, mais que la carte coûte environ 700-800 € de moins, ça paraît quand même cher le pourcentage de performance en plus entre la carte d'AMD et la carte d'Nvidia, on est bien d'accord. Mais bon, ceux qui voudront le plus de performance possible, ça restera la 4090, la carte la plus performante. Après, je pense que le match ici, c'est plus entre la 7900 XTX et la 4080 16Go, puisque bon, la 12Go a disparu, et je pense que c'est pas un mal, puisqu'au tarif où elle avait été annoncée, elle se serait retrouvée en face de la 7900 XT, et à mon avis, ça aurait été un petit peu compliqué. Puisque bon, de ce qu'on avait déjà vu, la 4080 12Go, c'était le niveau de performance de la 3090 Ti, très clairement, la 7900 XT sera un bon cran au-dessus, et elle devrait être en toute logique à un niveau de performance relativement proche de la 4080 16Go. La 7900 XTX devrait en toute logique être entre 10 et 15% plus performante que la 4080 16Go également, et encore une fois, la 4080 16Go va coûter 200 $ de plus, ce qui fait que chez nous on pourrait se retrouver avec la 4080 16Go à environ 1600 balles, avec une 7900 XTX en dessous, qui devrait avoir des performances supérieures en raster, après en ray tracing très probablement légèrement en dessous, mais par contre au niveau du tarif, ça devrait coûter 300 balles de moins environ, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc au niveau du ressenti jusqu'ici, moi personnellement, je trouve que c'est relativement correct, vu ce qui est proposé et vu les tarifs annoncés, ça me semble plus ou moins raisonnable. Après, ce sont des cartes beaucoup plus compactes, par exemple comparé à la 4090, qui est clairement la carte de tous les excès, que ce soit au niveau de sa taille, que ce soit au niveau de sa conso. Dans l'ensemble, c'est une carte assez monstrueuse, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. On a aussi vu les problèmes de connecteurs et tout ça, qui j'espère seront réglés assez rapidement. Là, AMD propose quelque chose de beaucoup plus raisonnable, on va dire, avec une carte, avec un gap générationnel quand même aux alentours des 50% de perform plus en raster, et aussi 50% de perform plus au niveau du ray tracing par rapport à la génération précédente d'AMD, pas d'Nvidia au niveau du ray tracing. Au niveau de la conso, on reste en dessous des 400 watts, au niveau de la taille de la carte, c'est similaire à la génération précédente, et au niveau du tarif, on a quelque chose de similaire ici encore une fois à ce qu'on a connu sur la génération précédente. La XTX ne coûte pas plus cher que la 6900 XT à son lancement au niveau du prix en dollars. Alors après, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont également très déçues au niveau des performances, puisqu'au niveau des rumeurs, on entendait parler d'un x2 depuis très longtemps. Bon, force est de constater qu'on n'y est clairement pas. Par contre, c'est vrai que c'est plutôt questionnant aussi, c'est l'histoire des fréquences, puisqu'au niveau des fréquences, on est très clairement au même niveau que ce qu'on avait eu sur la génération précédente, alors qu'on avait entendu parler de 3 GHz et plus. D'ailleurs, PC World hier a indiqué que selon eux, apparemment, les cartes devraient pouvoir scaler jusque 3 GHz. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Est-ce qu'AMD s'est montré très conservateur pour les modèles de référence, en laissant de la marge à ses partenaires pour proposer des cartes plus puissantes qui vont consommer plus, puisqu'on a déjà vu par exemple Asus qui a annoncé un modèle TUF avec 3 x 8 pins, ce qui voudrait dire qu'on pourrait aller consommer jusqu'à 450 watts et plus. On sait aussi qu'AMD aurait la capacité de doubler l'Infinity Cache sur RDNA 3 en faisant du 3D stacking, comme ils le font sur les processeurs, en passant par exemple ici de 96 Mb à 192 Mb d'Infinity Cache, ce qui pourrait avoir un impact sur les performances aussi, et par la suite AMD pourrait aussi utiliser de la GDDR6 plus rapide, puisqu'ici ils ont pris des modules à 20 Gbps, ce qui n'est pas la GDDR6 la plus rapide. Donc je pense que si AMD le voulait vraiment, s'il voulait sortir une carte plus puissante par la suite que la 7900 XTX, il y a plusieurs leviers qu'il pourrait utiliser pour arriver à quelque chose de assez facilement, entre guillemets, 10-15% plus rapide que cette 7900 XT. Pourquoi pas si Nvidia se décide à sortir la 4090 Ti, mais dans l'état des choses, ils n'ont pas vraiment spécialement besoin de le faire non plus,
puisque pour l'instant, hein, ils conservent la couronne des performances, et ça devrait pas changer. Sinon, dans l'ensemble, au niveau du placement tarifaire, alors, c'est certes bien plus raisonnable que ce que propose la concurrence, mais on reste quand même sur des produits très chers. 1000 balles et plus pour un GPU, hein, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'acheter. Moi, ma fourchette haute, hein, on se situe plus aux alentours des 700-800 euros, et c'est déjà énorme. Malgré tout, hein, le fait qu'AMD propose des nouvelles cartes à un niveau de performance quand même significativement supérieur à la génération précédente, à un tarif beaucoup plus raisonnable, eh bien ça veut aussi dire que les cartes d'ancienne génération devront forcément être réajustées à la baisse, que ce soit chez AMD, mais aussi chez Nvidia. On l'a vu depuis quelques mois, hein, les RX 6000 baissent de prix beaucoup plus rapidement que les RTX 3000. Là, avec l'arrivée de ces nouvelles cartes chez AMD, ça va quand même être compliqué pour Nvidia de justifier les tarifs qu'ils proposent actuellement pour les RTX 3000, je trouve. Puisque bon, si on a la 7900 XTX qui se retrouve à un tarif similaire à de la 3090 Ti, tout en sachant qu'elle est environ 40-50% plus performante, ça paraît quand même compliqué de se dire je vais partir sur la 3090 Ti, hein, puisqu'au final, elles ont la même quantité de RAM, l'autre est beaucoup plus puissante, elle consomme beaucoup moins, elles sont au même tarif. Personnellement, hein, je me poserais pas trop la question. Mais ça peut aussi vouloir dire que les cartes qui sont en dessous, donc tout ce qui est 3080, 6800 XT, la 6900 XT, tout ça, pourraient encore baisser de prix légèrement dans le mois et les mois qui viennent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ici encore une fois. Et même par rapport à la gamme d'Nvidia, hein, la 4080 16Go, je pense qu'elle va être quand même dans une situation assez compliquée vu le tarif qui est demandé pour elle. La 7900 XTX, je trouve, la met quand même en forte difficulté, puisqu'au niveau de la rasterisation, la 7900 XTX sera très probablement devant, de environ 10-15%. Au niveau du ray tracing, on sera très probablement un petit cran en dessous, mais encore une fois, elle est proposée à un tarif beaucoup plus agressif. Le match est quand même assez compliqué. Et personnellement, je trouve que la 4080 16Go devrait plus être proposée à un tarif de 1000 $, comme ça aurait dû être le cas depuis le début, et là, on aurait eu quelque chose d'un petit peu plus cohérent, avec une carte peut-être un petit peu moins perf en ce qui concerne la rasterisation, mais avec des performances supérieures en ray tracing, ce qui du coup pourrait justifier un tarif similaire à la 7900 XTX. Mais bon, on verra bien comment ça se joue, hein. Moi personnellement j'aime bien avoir de la compétition, j'aime bien avoir une petite guerre des prix. La 4090 à mon avis elle bougera pas au niveau du tarif puisqu'il n'y a pas vraiment de raison pour Nvidia de le faire, ça reste la carte la plus puissante, du coup ils peuvent se permettre, je dirais, de demander plus d'argent pour ça, c'est un produit vitrine, et il se vend de toute façon très bien. Donc la 4090, à mon avis, baisse de prix, ce sera pas pour tout de suite. La 4080, par contre, je pense qu'il y a quand même besoin de faire quelque chose, puisque là, à mon avis, ça va être quand même assez compliqué. Mais bon, bien évidemment, encore une fois, ici, ce sont des suppositions par les chiffres qui ont été fournis par AMD, et ce sont des chiffres, encore une fois, qui sont assez flous dans l'ensemble. On va attendre de voir sur pièce comment se comportent ces Radeon 7000 avant de tirer de grosses conclusions, puisqu'encore une fois, la V-Rage, au niveau des chiffres de performance, ça ne donne pas une idée globale des performances d'une carte. Les 1% low et compagnie, c'est aussi très important et probablement plus important que la V-Rage dans l'ensemble. Puisque bon, encore une fois, c'est une nouvelle architecture à base de chiplets. On ne sait pas comment ça se comporte, donc on va attendre de voir ce que ça donne en réalité pour voir si c'est vraiment très compétitif ou si ça l'est pas tant que ça au final. Donc bref, dans l'ensemble, la conférence était intéressante et on a appris pas mal de trucs. Par contre, on a aussi beaucoup de questions qui restent en suspens. Et je trouve quand même que cette fois-ci, AMD a été assez flou et on n'a eu aucune comparaison avec une carte de la concurrence, ce qui ne s'est jamais fait dans les conférences d'AMD. La fois dernière, sur RDNA 2, ils étaient très contents de la comparer à la gamme 3000 d'NVIDIA. Ici, ça n'a pas été le cas du tout. Même en présentant les processeurs AM5 il n'y a pas très longtemps, ils étaient très contents de comparer à la concurrence. Ici, il n'y a pas eu un mot sur les cartes d'NVIDIA, donc c'est quand même assez questionnant. Personnellement, je suis très curieux de voir ce que ça va donner en pratique. Je suis aussi très curieux de voir ce qu'AMD va proposer, que ce soit au niveau du FSR3 ou d'autres technologies, comment fonctionne le nouvel encodeur, est-ce qu'il est performant ou pas, est-ce que c'est mieux qu'avant, puisqu'au niveau des features dans l'ensemble, on se rapproche de plus en plus d'une certaine parité, même si ça fonctionne pas de la même façon. Mais quand même, AMD a quand même aussi pas mal progressé, même du côté des drivers. RDNA 2 à sa sortie par rapport à maintenant, ça a quand même plutôt pas mal évolué.
Donc bon, les cartes arrivent pour le 13 décembre 2022, hein, donc dans un petit peu plus d'un mois. On verra ce qui se passera d'ici là. Mais bon, je serais plutôt curieux de pouvoir en tester une, et j'essaierai de le faire d'une façon ou d'une autre. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette conférence. On verra bien ce que ça donne une fois que les cartes seront sorties. J'espère qu'on aura un petit peu plus d'informations entre deux, ce qui serait intéressant, principalement en ce qui concerne les performances réelles de la carte. Donc on espère en savoir plus très vite. Comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!